Cette semaine à l'émission, on a le privilège d'accueillir deux membres de la nation Huron-Wendat pour jaser de la vitalité de la culture Wendat. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré, dédié complètement à la culture Wendat. Et on a une très belle tablée aujourd'hui avec, commençons par, à ma gauche ici, Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe Média. Bonjour Stéphanie. Bonjour Antoine. En forme? Pas pire, pas pire. Pas pire. Première expérience, on n'est pas du monde, on est content de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? En fait, moi, j'ai eu la chance d'assister au Pow-Wow, d'aller participer comme spectatrice, mais comme journaliste, au Pow-Wow qui a eu lieu à Wendake en juin dernier. Oui. Fait que je vais vous parler de mon expérience là-bas. Très hâte d'entendre ton topo. Ça sera en tout premier segment d'émission. On a aussi sur le plateau, je le disais tout à l'heure, deux membres de la nation Huron-Wendat. Commençons par Madame Eatsé. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Eatsé, tu es autrice, auteure, compositrice, interprète, musicienne, bref. Oui. Merci d'être là. On est vraiment content que tu viennes nous partager ta passion pour ta pratique artistique. Tiawink, merci. Merci de me recevoir. Quoi? On peut se dire bonjour comme ça. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Donc, je suis auteure, compositrice, interprète. Je suis compositrice aussi pour, dernièrement, un jeu vidéo. OK. Oui. Puis, c'est ça, j'aime beaucoup cet aspect-là, ce nouvel aspect-là de ma carrière, de composer pour autre chose que mes chansons aussi. Fait que, voilà. Ah, génial. On aura évidemment l'occasion d'aller plus en profondeur dans ton parcours artistique en toute fin d'émission. Merci encore d'être là et peut-être même entendre quelques notes de ta pratique. Et finalement, M. Stéphane Picard, qui est directeur du musée de la nation Huron-Wendat, ici à Wendake, tout près de Québec. Bienvenue à l'émission. Oui, merci beaucoup, Tiawink. Oui, effectivement, je suis nouvellement le directeur du musée depuis cet été. OK, c'est tout nouveau, je savais pas. Oui, c'est nouveau de cette année. J'ai travaillé aussi, par contre, avant ça, au renouvellement de l'exposition permanente dans les 2 dernières années. OK. Aussi, donc, je suis en milieu quand même assez connu. Là. Ouais. Puis je dois dire aussi que j'ai travaillé comme archiviste là, pendant 25 ans avant d'arriver au musée Huron-Wendat. Bien, c'est intéressant parce que ça tombe pile poil avec le sujet de l'émission aujourd'hui. Vous dites que vous étiez archiviste. On va évidemment faire un saut dans l'histoire. Oui. Donc, ça sera peut-être là où votre passé nous sera très utile pour nous expliquer justement le passé de la nation. Mais aussi, par votre travail au musée, on veut beaucoup insister aujourd'hui sur le plateau sur la vitalité actuelle de la culture Wendat et je pense que vous êtes aux premières loges pour effectivement, constater ça. Nous avons des activités là, qui sont très intéressantes pour les visiteurs du musée, mais aussi pour les membres de la nation Huron-Wendat qui peuvent venir nous voir. Là. On essaie d'être en premier lieu, d'offrir le lieu pour nos gens, mais évidemment pour les visiteurs étrangers de partout à travers le monde qui viennent nous visiter au musée et d'offrir la culture avec des gens qui travaillent chez nous, là, passionnés, qui veulent démontrer par différentes activités qui sont en place au musée. On partage la culture avec tout le monde. On en parlait un peu hors d'onde avant l'émission. Au Verbe, on a eu l'idée de mettre sur pied cet épisode-là sur la culture Wendat. Premièrement, parce qu'on est voisins. Hein, vous êtes tout près ici, à Wendake. Ça se fait en quelques minutes seulement en voiture. Et pourtant, malgré cette grande proximité-là, on constatait qu'il y avait une profonde, et c'est gênant de le dire, méconnaissance de la réalité Huron-Wendat qui est tout près de nous. Évidemment, on a tous vu ces éléments-là, des éléments de votre culture, de votre histoire dans les manuels scolaires. Mais j'ai envie de faire un parallèle avec vous. Vous me direz si c'est un bon parallèle, mais comme quand on voyait dans les cours de culture religieuse, un peu voici la culture, voici la religion juive, puis là, on voyait un peu les vêtements qui étaient utilisés, quelques symboles. Puis on passait tout de suite à autre chose. J'ai l'impression que c'est un peu ça avec les Premières Nations. On voit quelques éléments, mais finalement, ça reste
assez superficiel. Effectivement, oui, vous avez tout à fait raison. Je sais pas si tu veux en rajouter après, tu sais, mais nous-mêmes, quand on va à l'école secondaire, quand on n'est plus dans la communauté, un cours de secondaire, d'histoire de secondaire 2, ben il va y avoir quelques pages, 2, 3, sur les Premières Nations au complet, qui comprennent les Iroquois, les Algonquiens et l'ensemble des communautés à travers le Canada. Donc, c'est très rapide et c'est superficiel. Donc, effectivement, ça laisse juste une explication sommaire aux jeunes qui malheureusement, repartent peut-être avec une histoire qui est tout près d'eux, mais qu'ils ne connaissent pas. C'est ça, puis ça donne peut-être pire encore, ça nous donne l'impression que « Ah oui, je sais c'est quoi, j'ai vu ça au secondaire ». Donc, une espèce de double ignorance. Là, on pense qu'on sait, mais finalement, on ne connaît pas vraiment. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as eu des cours d'histoire comme tout le monde, mais en tant que membre de la Nation, comment tu voyais ça? Pour ma part, quand j'ai été au secondaire, je trouvais que c'était même péjoratif, ce qu'on nous présentait, tu sais, puis c'était pas la réalité, en fait. Fait que, tu sais, là, je pense que maintenant, il y a quand même une forme d'ouverture qui est en train de se faire, je pense. Ouais. Mais, tu sais, il y a du travail à faire, puis il y a des choses à défaire encore, tu sais, je pense, aux stéréotypes, en fait, là, qui sont véhiculés comme si l'image des Premières Nations était figée dans le passé, mais qu'elle n'était pas actuelle dans le thème que vous avez aujourd'hui sur la vitalité culturelle. Évidemment, on n'est plus dans les années 1500-1600, on est en 2024. Nous aussi, on a évolué, on est rendu... notre culture s'adapte, notre culture avance au fil des siècles. Donc, c'est la même chose pour nous, comme pour l'ensemble des sociétés. De la même manière que les Canadiens français vivent plus nécessairement tous dans des cabanes en bois. Oui, c'est ça, mais c'est souvent des choses qu'on nous dit aussi comme « Ah, t'as pas l'air autochtone » ou tu sais, des affaires. Mais c'est quoi avoir l'air autochtone? Tu sais, je veux dire, exactement comme vous dites, là, tu sais, on est en 2024, là, tu sais, c'est autre chose. Puis c'est pas tout le monde qui va porter des habits traditionnels ou, tu sais, qui va faire ça, puis c'est parfaitement correct comme ça aussi. Tout à fait. Fait qu'il y a la modernité, puis tu sais, faut embrasser ça aussi, je pense. Ouais, je regarde, par exemple, comme à l'Automne, j'ai la même coiffure exactement que M. Picard. Donc, c'est à s'y méprendre. Hein? Alors, ça met vraiment bien la table à la discussion d'aujourd'hui parce que c'est en plein ça l'objectif de l'émission, de pouvoir aller un peu plus en profondeur, pas rester en surface. Et on commence tout de suite avec Stéphanie qui va nous rapporter ce qu'elle a découvert au Powwow. Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe, tu as assisté en juin dernier au Powwow qui a lieu chaque année à Wendake, tout près d'ici, à Québec. Le Wendake, c'est la communauté Huron-Wendat qui est tout près de nous, je le disais. Raconte-nous ce que tu as vécu. Ben oui, en fait, j'ai pu venir jeter un coup d'œil à ce qui se passait là. Ça faisait quelques années. En fait, j'étais allée déjà il y a 4-5 ans. Mais là, je voulais y retourner parce que ça m'avait déjà profondément marqué la première fois. Puis, encore une fois, j'ai été vraiment enchantée par ce que j'ai découvert là. Déjà, tu sais, t'arrives, il y a beaucoup de monde qui participe. Puis, c'est vraiment l'idée d'un rassemblement. C'est un rassemblement des Premières Nations entre elles, parce qu'il y a beaucoup de communautés qui viennent et qui participent. Puis, c'est un rassemblement aussi avec les Allochtones. Donc, on est invités à venir vers eux aussi à ce moment-là. Ils veulent nous faire découvrir leur culture. Puis, c'est vraiment cette idée-là de rencontre et de partage que j'ai ressenti dès les premiers moments là, que je suis arrivée là. Déjà, dans ce que tu viens de dire, il y a à peu près 4-5 portes qui sont ouvertes dans ma tête. Là. Donc, il y a beaucoup de monde. C'est pas juste un party de famille. On se sent pas un peu étranger. Ou, non, c'est ça. On se sent bienvenu. On se sent bienvenu, on se sent accueilli. Je donnerai un exemple. Parce que, bon, le Powwow, il faut savoir, à la base, c'est un rassemblement de réjouissance. Il y en avait, ça se fait depuis les années 1800 quelques. Mais c'est assez récent que là, c'est devenu vraiment un concours de danse. C'est ça l'activité centrale, je dirais. C'est ça. Il y a un concours de danse, mais pour dire à quel point on est accueilli là-dedans, bien, après chaque danse, après chaque catégorie de danse, où là, il y a vraiment soit les enfants, les adultes, les femmes, les âgés aussi, les aînés,
Mais entre chacune de ces catégories-là, bien là, on est invités, les Allochtones, tous ceux qui sont dans l'assistance, à venir danser, nous aussi, à faire la danse en rond. Puis c'est des symboles comme ça de... Tu sais, on parle souvent de réconciliation, mais là, c'est presque, on le vit, là. On s'est incarné dans un... Très incarné. Oui. On danse, on foule tous le même sol, on danse tous ensemble, c'est au son du même tambour, puis on la sent, là, le rapprochement qui se fait à ce moment-là entre les cultures. Ouais. Une autre porte qui s'est ouverte, je comprenne quelques instants, là. Le powwow, c'est un moment aussi de rassemblement ou de visite et d'échange d'autres nations, d'autres Premières Nations. Ouais. C'est vrai ce qu'elle raconte, Stéphanie. Le powwow, effectivement, c'est un powwow international. Exact. Le mot le dit, il peut y avoir des groupes des Premières Nations, des États-Unis ou d'ailleurs, de partout. Puis effectivement, c'est un endroit dans le cercle là, où les gens sont tous invités à participer, là, à faire les danses sociales ensemble quand les danses sont terminées. Fait que c'est vraiment un endroit merveilleux. Donc, il n'y a pas que des Wendat, il va y avoir des Inuits de la Côte-Nord, il va y avoir des Québec, des Micmacs, des Abénakis, des Atikamekw, nommer toutes les nations. Normalement, il y en a presque de toutes les nations. Wow. Puis les gens se promènent, les gens de différentes communautés se promènent, font comme, ils appellent ça le circuit des powwows. Il y en a tout plein dans presque chaque communauté au Québec. Ouais. Il y en a qui sont organisés tout au long de l'été. Puis il y en a qui font vraiment tout le tour, là, qui vont se promener. Fait que c'est vraiment, encore là, c'est cette idée de rassemblement. Faisons un pas dans le passé. Tu disais que l'origine de ça, c'était au 19e siècle. Ouais. Mais il y a eu, en tout cas, des vagues, là, Ouais, disons. Là, si on regarde dans l'histoire récente, ça ressemble à quoi? En fait, il faut comprendre aussi que pendant un long moment, dès la loi sur les Indiens de 1876, là, ça a été toutes les danses, toutes les manifestations culturelles qui rendaient plus difficile l'assimilation ont été interdites. Ça a été réitéré dans les amendements suivants, puis c'est seulement en 1951 que ça a été permis à nouveau. Et c'est ça, c'est ensuite de ça, dans les années 60, où il y a eu une espèce de renouveau. Mais il faut comprendre qu'en tout cas, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est assez récent, l'idée du concours de danse vraiment officiel. Là. Il y a des gens qui participent avec des numéros, il y a des bourses qui sont accordées, il y a des points donnés. C'est vraiment... Organisé. C'est organisé. Ça. Et ça, c'est assez récent parce que dans la transition, il y a eu aussi un moment où les powwows, c'était des occasions aussi simplement des concours, par exemple, de portage ou de démonstration de force ou du L'artisanat aussi ou non? L'artisanat, oui, fait toujours partie. En tout cas, aujourd'hui, dans les powwows, c'est vraiment une partie importante aussi. Il y a des grands sentiers, un grand sentier à Wendake là, que tu suis sur le long de la rivière avec les tentes où tout le monde présente un peu leur art. Puis il y a des ateliers aussi pour apprendre comment fabriquer un mocassin, comment servir des épines de porc-épic. C'est vraiment, vraiment l'occasion de découvrir tous les aspects de leur culture. Ouais. Je te vois opiner. Tu as sûrement déjà participé. Mais non, mais c'est même cette année, j'y étais pour un spectacle, mais tu sais, je m'amusais aussi à passer à travers les kiosques, puis c'est tout le temps... c'est dangereux, mettons, pour moi, parce que... Dans quel sens? Parce que, tu sais, j'adore les tambours, j'en ai déjà 3. T'as envie de tout acheter? J'ai envie de tout acheter, tu sais, il y a plein de belles choses, des artisans absolument incroyables aussi, tu sais, du perlage, des bijoux, toutes sortes de choses. La sculpture, de la poterie, il y a toutes sortes de choses. On vend aussi de la sauge, tu sais, pour comme... Tu sais, j'imagine que j'ai passé un peu, tu sais, je pense que les gens, ils enseignent un peu certaines pratiques aussi qu'on a. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense que, justement, pour les Allochtones aussi, c'est intéressant d'en apprendre plus parce que, comme on disait tantôt, c'est souvent... Tu sais, nous, on s'en rend pas tout le temps compte. En tout cas, je vais parler pour moi, mais je m'en rends pas tout le temps compte. Mais des fois, je parle avec des gens, puis, tu sais, ils sont comme « Ah ouais, tu sais, je leur dis des affaires, puis c'est comme... » Je veux en savoir plus. Ouais, c'est ça, je veux en savoir plus. Puis, tu sais, ça me fait comme « Ah, tu sais, le fait que je travaille très étroitement dans le milieu aussi, tu sais, de la musique autochtone, parce que je suis avec Musique Nomade, bien, tu sais, c'est comme... Musique Nomade, qui est un organisme... C'est sa maison de disque. Oui, ma maison de disque, c'est un organisme à but non lucratif pour les artistes autochtones. Puis, tu sais, on dirait que je travaille vraiment là-dedans. Fait que, tu sais, des fois, j'oublie que c'est pas le cas de tout le monde. Fait que, tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. Mais c'est le fun de voir l'intérêt aussi qu'il y a aujourd'hui, tu sais, que quand je parlais tantôt d'ouverture, tu sais, il y a
il y en a une. Il y en a une vraie, oui. Ouais. Moi, je le sens, là, je sais pas si... Oui, bien, tu sais, évidemment, en demeurant sur place, on est comme plongé dans Wendake tous les jours. Des artisans, des commerces, on les voit, puis je comprends ce que tu dis. Pour vous, c'est du quotidien. Oui, ça, sauf presque, que dans le moment du powwow, ce qui est intéressant en surplus, c'est que quand tu fais le tour, par exemple, des kiosques, des ateliers d'artisanat, c'est que même pour nous, ça nous permet de voir d'autres cultures de d'autres Premières Nations qui ne sont pas totalement identiques à la nation Huron-Wendat. Fait que il y a toujours des affaires intéressantes à acheter, effectivement. Puis encore là, c'est très concret. Tu dialogues avec l'artisan qui te raconte un peu comment son art, comment son savoir-faire. Il y a une vraie rencontre qui se fait, c'est un vrai partage. Puis on sent leur accueil, là. On sent qu'ils sont fiers de nous montrer ce qu'ils font. Puis c'est un monde à découvrir. Tu dis qu'en juin, quand tu es allé, c'était pas la première fois. La première fois que tu es allé, ça fait 4-5 ans. 4-5 ans, oui. Qu'est-ce qui t'avait marqué là, lors de cette première visite-là? La première fois, bien, il y avait deux choses qui m'avaient marqué. Il y avait l'aspect aussi, il y avait une grande présence de la nourriture à ce moment-là. Moins cette année, mais l'année où j'étais allée, il faisait cuire, tu sais, des animaux que moi, j'aurais jamais pu penser manger. Du porc-épic, du castor, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc ça faisait encore plus, je trouve que c'était très enrichissant comme expérience. Puis l'autre événement qui m'avait spécialement marqué, c'est il y avait une messe faite le dimanche, donc à l'église Notre-Dame de Lorette, là, qui est située sur le territoire de Wendake. Puis j'avais été extrêmement frappée de voir encore là ce mélange-là des cultures incarné dans un événement comme une messe, alors qu'on a l'impression que c'est deux univers qui ont de la difficulté à se réconcilier pour plein de raisons qu'on connaît. Mais là, c'était vraiment de voir qu'ils intégraient certains rites autochtones des Premières Nations à la messe. Par exemple, le rite pénitentiel au début, bien là, c'était le rituel de purification qu'ils mettaient de l'avant. Tout le monde prenait le temps de s'asperger, si on veut, avec la fumée de la sauge ou des herbes. Se purifier, c'est ça, à ce moment-là. Puis alors que le prêtre demandait pardon, demandait d'être purifié, bien là, c'est le rituel plus des gens. Il y avait une inculturation vraiment intéressante. Les deux se fusionnaient. Les chants qu'on entend, les mélodies qu'on a déjà entendues de chants de la messe qui étaient chantés dans la langue Huron-Wendat, c'était extrêmement, extrêmement émouvant. Ouais. Et lors de ta dernière visite, c'est un peu ça aussi qui t'a remué. Oui, je l'ai vécu à nouveau. Tu sais, juste quand tu vois les danseurs arriver à l'entrée de la messe, quand déjà c'est intégré, tu entends le tambour au loin, ça vibre, le pas des danseurs qui fait vibrer l'église. On n'est pas juste dans un discours sur la réconciliation dans ce moment. C'est tangible, on peut le vivre. Exactement, c'est tangible. Stéphanie, une dernière question, puis j'ai hâte d'entendre aussi nos invités sur cette question-là. Il n'y a pas un risque dans ce genre d'événement-là? Bon, on voit les danses, les costumes, c'est flamboyant. D'ailleurs, ceux qui veulent voir ton reportage, c'est en ligne ces jours-ci. Il y aura des photos de Laurence, notre collègue, qui a pris ça. Avec toute cette... les apparats, la musique, on parle... Il n'y a pas un risque de folklorisation, de figer l'image qu'on se fait de la culture Wendat à quelque chose d'un peu folklorique ou figé dans le passé. Est-ce que vous voyez le sens de ma question? Moi, déjà en partant, je voudrais dire que c'est pas des costumes, c'est ce que j'allais dire. C'est des habits traditionnels, c'est le regalia, puis c'est en plein ce que j'allais dire. Non, c'est ça, parce qu'un costume, ça fait référence à quelqu'un qui veut s'habiller d'une certaine manière, mais non, au contraire, dans ces occasions-là, c'est de démontrer sa fierté d'appartenance. C'est pas du tout folklorique dans la mesure où les gens respectent leurs traditions, etc. Dans le cas d'un powwow, évidemment, vous l'avez dit, ça remonte aux années 1800. C'est plus une culture qui est omniprésente parmi toutes les Premières Nations, mais c'est pas spécifique nécessairement à la nation Huron-Wendat. Mais aujourd'hui, c'est intégré à la culture de l'ensemble des Premières Nations au Québec, partout, parce qu'il y a un circuit des powwows. Mais je pense que l'origine des powwows, de la manière que ça se faisait, avant, ici, il y en avait des rassemblements qui se nommaient pas nécessairement par ce mot-là, mais ça vient de l'Ouest canadien, je crois, au départ. Puis les danses, il y en avait. Puis aujourd'hui, c'est rendu selon la forme qu'on le connaît. Mais c'est une belle occasion, là. Ça fait partie de la culture aujourd'hui. C'est pas figé dans le passé du tout. C'est quelque chose qui est actualisé. Ça remonte aux années 60, justement, qui correspond presque à l'année de l'autorisation du ministre pour la loi sur les Indiens, là, comme malheureusement. Mais... Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, je pense aussi qu'il y a une modernisation de tout ça. Tu sais, je pense qu'on a l'aspect des traditions qui est là, mais il y a encore...
par exemple, je parle là, de la musique, là, on a beaucoup de nouveaux artistes, des artistes émergents qui mélangent les styles. T'en as un bon exemple. Tu as participé au Power puis tu mais c'est ça, chantes une musique plus je pop. pense à d'autres artistes aussi qui sont émergents sur la scène. Pas juste la scène autochtone musicale, mais la scène au Québec et même à l'international. Là. Fait que, je pense que c'est vraiment important qu'on reste avec nos traditions. Puis il y a l'ouverture qui est là aussi pour la modernisation. Fait que, je pense que le mélanger les deux, c'est vraiment... C'est ça, c'est une inspiration pour les artistes, pour les artisans. Par exemple, les habillements aussi, là, on parle de l'art, des chants, tout ça, mais même au niveau des habillements, on pourra en parler plus tard, mais ça a évolué au fil des siècles. C'est la même chose. Donc, la culture est en mouvance, elle évolue, mais toujours inspirée de traditions et de... Avec des racines. La notion de transmission, je la sentais aussi. Je parlais à certains plus jeunes qui disaient qu'il y avait un sens de transmission de l'histoire, des traditions, de génération en génération, qui est peut-être encore plus... En tout cas, que je sentais très forte là, cette fois-ci parmi les participants. Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe, je le disais, on peut lire ton reportage sur le powwow de Wendake en se rendant sur leverbe.com. Il y aura plein de photos aussi. Merci infiniment. C'est plaisir. Stéphane Picard, vous êtes directeur général du musée de la nation Huron-Wendat ici à Wendake et chef familial. Bienvenue, on n'est pas du monde. Oui, merci beaucoup, Tiawak. Oui. On est vraiment content de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que, je le disais d'emblée tout à l'heure, vous avez un passé d'archiviste. C'est quand même précieux dans le contexte d'un regard sur l'histoire de la nation et aussi sur sa vitalité actuelle. Juste avant de plonger dans ces deux sujets-là, qu'est-ce que ça fait un chef familial? Un chef familial, je vous dirais que aujourd'hui, à Wendake, présentement, le mode électoral a été changé depuis l'an 2000 et retiré de la loi sur les Indiens. Certains articles de loi, on peut, en tant que nation, avec l'accord de la population, changer notre système électif parce qu'il était obligatoire selon la loi sur les Indiens de 1876 avant ça. Vous avez une permission d'autogestion? Oui. Avant la loi sur les Indiens, les chefs étaient nommés à vie la plupart du temps. C'était des chefs coutumiers ou qui s'étaient nommés de manière matriarcale, souvent par les femmes. Et après ça est arrivée la loi sur les Indiens qui nous obligeait de faire un système électif comme partout ailleurs. Mais en 2000, on a changé ce système-là qui se rapproche un peu de notre système traditionnel de clans. On est allé par cercles familiaux. Ce n'est pas identique, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas le refaire comme dans le temps des maisons longues, etc. Mais aujourd'hui, il y a 8 cercles familiaux qui sont regroupés à peu près avec le nombre identique de personnes. Il y a 5200 membres de la nation actuellement, donc on a divisé par 8. Le chiffre n'est pas égal parce qu'évidemment, on ajoute des gens selon les familles. Mais quelques centaines de personnes. Exactement, peut-être un 600-700 par cercle familiaux. Donc, les élections sont aux 4 ans. Un chef familial, pour répondre à votre question, bien, ça gère les dossiers qui lui sont attribués par le grand chef à chaque élection. Il y a une élection aux 2 ans, mais aux 4 ans, notre mandat est de 4 ans, mais à chaque 2 ans, la moitié du conseil est en élection. Donc, il y a la moitié des chefs qui tombent en période électorale. Donc, exemple, on peut avoir à gérer ou à être avec les directions, là, par exemple, des différents secteurs. C'est comme un gouvernement. C'est plus qu'une municipalité. C'est, par exemple, parce qu'on a aussi à gérer la santé, l'éducation, le territoire. C'est quand même comme un gros gouvernement. Oui, c'est ça. Faisons un grand pas de recul. Là. J'aimerais vous entendre sur l'origine de la nation Wendat. D'abord, peut-être, on parle de Huron-Wendat, peut-être une brève distinction. C'est la première information qu'on a modifiée dans notre nouvelle exposition, d'ailleurs, qui a été travaillée, là, la nouvelle exposition permanente du musée Huron-Wendat, qui est ouverte depuis le 22 juin. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir nous visiter sur... le thème Wendat Ndi, nous les Wendat, c'est le thème de la nouvelle exposition. C'est la première, dans l'introduction, on mentionne que nous avons été appelés Hurons, mais nous, on s'identifiait comme Wendat et on s'identifie encore comme Wendat.
Et au niveau peut-être même politique, idéalement, le terme Huron devrait disparaître parce que c'est comme, je vais vous mentionner un exemple, les Inuits, qui se nomment Inuits aujourd'hui, ont été appelés longtemps Montagnais, mais on n'entend plus parler ce terme-là aujourd'hui. Donc, c'est la même chose. Il y a comme on est en période de transition. Exactement. On a vu le mot Wendake apparaître à Village des Hurons dans les années 80. Les gens se réapproprient tranquillement les termes anciens au niveau de la langue. La langue est très importante. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'est l'introduction de notre exposition de dire que les Français nous ont appelés Hurons à cause de la hure de sanglier qu'on avait sur la tête, etc. Comme la hure Mohawk, entre autres aussi. Là, mais c'était l'appellation qui nous avait été donnée par les Français. Et on s'est toujours identifié comme Wendat. Et le sens du mot Wendat, c'est? Wendat, ce sont les habitants de l'île ou de la péninsule, normalement. Et de quelle péninsule on parle? Bien, on vient de la baie Georgienne, Ontario, là, on est originaire, mais évidemment, on a eu des différents déplacements au cours des siècles. C'est une partie de notre histoire qu'on était dans cette région-là, en Ontario. On a un lien avec ce que les historiens appellent aujourd'hui, depuis les années 80, les Iroquoiens du Saint-Laurent, qui est une grande famille iroquoienne qui comprend aujourd'hui les Wendat et les Mohawks de la région de Montréal. On est les deux seules nations au Québec là, qui sont encore reliées à la parenté iroquoienne, avec la langue qui se ressemble, la mythologie qui est semblable, mode de vie, maison longue, etc., qui est semblable entre les deux cultures. Qu'est-ce qui est... je n'irai pas là tout de suite. J'allais vous demander qu'est-ce qui est spécifique à la culture Wendat, mais j'aimerais qu'on comprenne mieux un peu le territoire puis l'histoire de la nation. Il y a ce qu'on appelle dans les livres d'histoire, on entendait parler de la Huronie. C'est ça, c'est la baie Georgienne, c'est dans le sud de l'Ontario. On nomme Wendake Yéhan aujourd'hui parce que vous savez, l'histoire que vous avez appris, la Huronie, etc., on travaille, nous, on a des chercheurs qui font de la recherche actuellement pour le Conseil de la Nation Huron-Wendat pour réactualiser puis faire des recherches avec la mythologie, avec la tradition orale. On rencontre les aînés, etc. Donc, cette écriture-là, on peut la réécrire aujourd'hui, puis on veut la réécrire. C'est encore en cours. Oui, exactement. C'est toujours sous forme de recherche. Puis c'est pour ça que ce qui a été écrit en 1980, bien, on peut dire que ça fait fausse route aujourd'hui parce que même déjà à cette époque-là, il y avait des gens de chez nous qui disaient que c'était pas la bonne manière. Tu nous as fait référence tantôt, c'était stéréotypé, mais aujourd'hui, on veut aller plus loin en racontant nous-mêmes notre histoire comme on l'a appris, soit par nos parents, nos grands-parents, ou de tradition orale là, par des... Souvent, on fait référence. Nous, tout commence avec la cosmogonie Wendat, qui est d'ailleurs centrale à notre exposition permanente cette année. Prenons peut-être une minute là, pour en parler de cette cosmogonie. Il y a un mythe fondateur de la nation. Le mythe fondateur, c'est Yahatansik, la grand-mère de tous les Wendat, qui tombe du monde ciel, parce qu'au départ, il n'y avait pas de monde terrestre, c'est le monde ciel et le monde mer, qui va voir un homme médecine et qui a besoin d'un soin. Il lui dit de creuser près d'un grand pommier dans le monde ciel, et en creusant le trou, tombe à travers les nuages et est recueilli sur le dos de deux oies blanches qui la dépose sur le dos de la grande tortue, qui est considérée aujourd'hui comme l'Amérique, la grande tortue. Et les animaux aquatiques vont aller chercher de la terre au fond de l'océan, qui vont mettre sur la carapace de la tortue. Mais tout ça est lié. Il y a d'autres mythologies associées à ça, par exemple aux danses des femmes aujourd'hui avec les pas qui pouvaient étendre la terre sur la carapace de la tortue. Il y a des chants qui sont intitulés, qui font référence à la mythologie. Donc, ça tout part de là, notre mythologie, le mythe fondateur. Et la fille de Yahatansik, d'ailleurs, a eu une fille qui, elle, a eu des jumeaux, l'ordre et le chaos, Yuskea, qui est notre créateur, et Tawiskaron, qui est en fait incarné par celui qui veut défaire ce que son frère bâtit dans la création du monde. Donc, j'ai été plus loin un peu que juste vous parler de la légende, parce qu'elle est longue, on peut en avoir. Il y a la création des humains aussi. La légende, la voix dans l'exposition, c'est ma voix. Ah oui? Le chant qu'on entend. OK, bien, merci. Je pense que tu as passé avec Nigan. OK, c'est bon. Wow. Bon,
tombe dans l'histoire peut-être plus historiographique, là, on en est où dans les données à ce jour sur les raisons qui ont fait que vous vous êtes installé à Québec, à Wendake, le territoire que vous occupez principalement? Selon nous, d'ailleurs, ça remonte au mythe fondateur. On a des éléments on en parle dans l'exposition actuelle. On a des textes qui remontent à la tradition orale d'un chef de Wendake dans les années 1880 qui a rencontré un chef Wyandot de l'Oklahoma qui est venu ici, qui n'était pas d'Oklahoma, je pense qu'il était de Anderden. En tout cas, bref, il y avait d'autres groupes de Wendat qui sont partis de l'Ontario au même moment que nous. Et ils se sont rencontrés, les chefs, parce qu'il y avait des liens même à cette époque-là, à Wendake. Et ils parlent de ce mythe fondateur-là, de la création des Ongoué, les humains, les Wendat, qui sortent d'une caverne près de Québec. Donc, tout ça nous fait dire qu'on a un lien très lointain avec la région de Québec. Il y a Stadacone, évidemment, avec les Iroquoiens. Mais nous, on a des preuves aujourd'hui archéologiques qui prouvent qu'on a des liens ancestraux avec ce que les historiens appellent aujourd'hui les Iroquoiens. On dirait qu'on veut les appeler ainsi pour les rendre un groupe qui serait unique ou qui serait homogène et différent soit des Iroquois ou des Wendat, mais c'est l'ensemble du même groupe quant à nous. Et on a retrouvé d'ailleurs en Huronie ou en Wendake-Yéen, en baie georgienne, la poterie des gens des Iroquoiens du Saint-Laurent. Fait que c'est prouvé aussi par l'archéologie moderne qu'on a des liens avec eux parce que, selon l'histoire, les Iroquoiens du Saint-Laurent, appelés comme ça, sont disparus vers 1590, avant l'arrivée de Champlain à Québec. Ils n'étaient plus là, il y avait plein de villages, mais quand Champlain arrive en 1608, il n'y en a plus de villages iroquoiens. Il y en avait 7-8 tout le tour, à partir de Trois-Rivières jusqu'en haut de Québec, dont Stadacone, qui était le village avec Donnacona. Donc, sont partis où? C'est toujours des théories, mais en même temps, on retrouve de la poterie chez nous, etc. Donc, il y a eu des guerres, il y en avait toujours eu entre les nations. Nous, on est persuadés, puis on le sait dans la tradition orale, on a un grand chef, je fais une dernière comparaison pour le territoire, on a un grand chef, Nicolas Vincent, dont son frère a créé dernièrement, d'ailleurs, une statue que je vous invite à venir voir à Wendake, là, près de la station-service Echo, qu'on a placée dans un endroit stratégique où il y a beaucoup d'affluence. C'est notre grand chef, Nicolas Vincent, qui est important au niveau diplomatique pour notre nation dans les années 1800. Il est né en 1869. Ce grand chef-là a témoigné à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada à 3 reprises dans les années 1800. Il est allé à Londres aussi pour défendre nos droits. Il a rencontré le roi Georges III, etc. Donc, ce qu'il a dit à la Chambre d'Assemblée concernant le territoire, c'est que nous étions maîtres des Grands Lacs jusqu'à Gaspé, puis il a même décrit le territoire sur écorce de bouleau avec ses souvenirs. On a encore ces transcriptions de plans-là, toutes traduits, les plans d'eau en langue Wendat, les montagnes, les sentiers. Donc, toute cette référence-là nous indique qu'on a un lien très étroit avec la région de Québec, parce que dans l'historiographie traditionnelle, on dit, bon, les Wendat sont dispersés de la région d'Ontario, sont fait disséminer par les Iroquois, puis sont fait détruire, puis sont arrivés 300 Hurons à Québec. C'est ce qu'on entend. Mais il y a eu d'autres groupes qui se sont joints à nous. Il y a eu des Mohawks qui se sont joints à nous dans la période de l'ancienne Lorette. Il y a d'autres éléments de l'histoire qu'il faut recoller. Il faut recoller. Donc, tu sais, c'est pour ça que c'est important de bien l'apprendre, de bien qu'on passe notre message. Poursuivre les recherches aussi. Effectivement, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le livre que vous avez devant vous, Aquatasia, qui a été écrit en 2022 là, par les gens du bureau d'Union Ouintio, qui veut dire notre magnifique territoire. C'est le bureau du territoire au Conseil de la Nation Huron-Wendat. Stéphane Picard, j'aimerais vous entendre sur la spécificité de la culture Wendat, parce que, bon, on parle des autres nations iroquoiennes. Qu'est-ce qui différencie un Wendat d'un membre d'une autre nation? Bien, tout simplement, le premier point, c'est la langue qui est unique à chaque nation. Même si je vous disais tantôt que c'est apparenté avec la langue Mohawk aujourd'hui, on peut s'entraider pour essayer de... Nous, on a une langue qui est en réappropriation, qui est en effervescence depuis une vingtaine, trentaine d'années, mais on a des gens qui travaillent avec un comité linguistique. C'est le premier point, parce un de nos derniers locuteurs est décédé en 1915. Quand vous parliez tantôt d'avoir des chants, on a perduré dans les années 50, 30, 40 avec les chants religieux en langue Wendat. Donc, les gens chantaient, mais ne comprenaient pas nécessairement les Wendat. Il y a eu une rupture, mais
comme on s'est toujours fait dire, l'hébreu était presque disparu aussi, je pense, puis c'est revenu, donc c'est pas impossible pour nous. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est enseigné à toutes les années de l'école primaire à Wendake, ce que nous, on n'a pas eu à l'époque, là, quand moi j'étais jeune. Donc, je pense que on peut rêver d'avoir des locuteurs qui parlent entre eux, là. Moi, j'en connais un peu. On a fait des cours. J'imagine que tu en connais aussi. Donc, tu sais, v'là 30 ans, là, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pouvait échanger quelques phrases en Wendat. On peut rêver d'aller plus loin que ça. Fait que ça, c'est une des premières spécificités, la langue. Tout à fait. Ensuite, il y a toute l'histoire qui est reliée à une nation qui est différente de chaque communauté au Canada. D'ailleurs, on est la seule au Canada, la nation Huron-Wendat. Donc, on est la seule nation Wendat dans le Canada. Il y en a aux États-Unis un peu. Il y en a en Oklahoma, reconnu par le gouvernement américain. Il y a d'autres groupes aussi qui s'identifient et qui avaient des liens avec nous en Ontario et dans la région de Détroit, à Underdon, dans ce coin-là. Puis il y avait au Kansas aussi, parce que la migration qui s'est faite aux États-Unis a eu un arrêt au Kansas pour se rendre en Oklahoma aussi. Il y a encore certains groupes là, présentement, actuellement. Je vois le temps filer. Stéphane Picard, vous êtes directeur du Musée de la Nation Huron-Wendat ici à Québec, en fait à Wendake, à côté de Québec. J'aimerais vous entendre absolument avant qu'on termine l'entretien sur la vitalité actuelle de la culture Wendat. J'imagine, bon, on l'a mentionné déjà quelques fois depuis le début de l'émission, c'est en effervescence, et il se passe quelque chose, là, manifestement. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se prépare une ou deux générations. Il y a des gens qui ont vécu une réalité tout autre avant vous dans la communauté. Comment on en est arrivé là aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, puis peut-être que la génération à EDC pourra corroborer ou en dire davantage, mais aujourd'hui, il y a une ouverture sur le fait qu'il n'y a plus... il y a eu une époque où de mentionner qu'on était membre des Premières Nations, même si on n'avait pas l'air d'une Première Nation, c'était caché. Aujourd'hui, les gens sont fiers. Honteux, c'était gênant? Ben, c'est pas honteux, c'est qu'il y avait plus... les gens étaient moins, je dirais, je veux pas généraliser, mais je pense qu'il y avait une forme pas de racisme, mais presque là, dans différents endroits, l'école, secondaire, etc. Puis aujourd'hui, c'est mieux compris. D'ailleurs, avec les messages qu'on porte comme aujourd'hui, les gens sont plus ouverts à venir nous rencontrer. On a parlé du Powwow tantôt. Donc, il y a une meilleure, même si souvent on pense qu'il y a une méconnaissance parce qu'on est près de Québec, c'est vrai que les gens ne nous connaissent pas sous toutes nos coutures, mais au moins il y a une ouverture à vouloir en apprendre plus de l'autre. Puis tout ça a fait en sorte que nos jeunes, notre jeune génération, s'implique, veut en apprendre davantage. Et plus fiers. Puis les jeunes, que ce soit au niveau de l'art, au niveau de l'histoire, au niveau de l'industrie touristique, je parle du musée, mais on a beaucoup de jeunes qui veulent travailler pour les mythes et légendes racontés dans la Maison Longue, dans la Yanonchia qu'on a avec nos visites guidées. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont fiers de partager leur culture. Donc, en même temps, ils la vivent et ils la racontent. Et tout ça, évidemment, a un lien avec notre histoire, mais sont fiers d'en apprendre davantage là, avec les générations avant nous et aujourd'hui. Mm-hmm. On poursuit la discussion avec EADC dans les prochains instants. Évidemment, vous n'hésitez pas pour renchérir sur ce qu'on va continuer de dire sur la culture, la vitalité importante de la culture Wendat aujourd'hui. Stéphane Picard, vous êtes directeur général du Musée de la Nation Wendat ici à Wendake. Merci infiniment. Tiens, On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. EADC, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Oui,
Merci de me recevoir. Coué. Tu es né à Lac-Mégantic, tu as grandi aux Îles-de-la-Madeleine et ensuite tu as établi tes pénates dans la grande région de Montréal. En 2021, tu lançais le mini-album My Good Friend sur l'étiquette Musique Nomade. Et Atsé, c'est ton nom d'artiste, mais pas que, je pense. Tu n'as pas décidé du jour au lendemain de t'appeler comme ça. Raconte-nous ce que ça signifie pour toi. Oui. Et Atsé, en fait, ça veut dire ma bonne amie en Wendat. Et c'est un nom qui m'avait été donné à la naissance par l'ancien grand chef de Wendake, Max Gros-Louis, que j'étais très proche de lui. C'était vraiment comme un grand-père pour moi. Il était très près de ma mère aussi. C'était comme sa fille. Fait que, ça avait vraiment une signification particulière pour moi d'avoir amené ce nom-là depuis la naissance. Puis même au secondaire, mes amis m'appelaient Atsé. C'était vraiment comme quelque chose que j'étais fière aussi de porter comme nom, de dire que j'étais Wendat. Fait que ça a vraiment une grosse signification pour moi. Ouais. Tu nous as fait entendre un peu quelques notes de ton art. Tu es autrice, compositrice, interprète. Raconte-nous un peu ton parcours pour en arriver là aujourd'hui. Oui. Bon, après le secondaire, j'avais 16 ans, puis je suis partie à Québec. En fait, j'avais obtenu une bourse d'excellence au campus Notre-Dame-de-Foy en piano classique. Puis... OK, on n'est pas du tout dans le tambour traditionnel. non, mais c'est c'était vraiment autre chose. Ouais. Mais tu sais, je faisais déjà mes chansons que je composais depuis l'âge de 11-12 ans. Ah oui? Je m'accompagnais au piano. C'était vraiment... mais je faisais aussi le piano classique depuis l'âge de 7 ans. OK. Donc, c'était vraiment... Je touchais à différents styles. C'était dans la continuité de ce que tu avais déjà entamé. Ben oui, puis, tu sais, ça n'a jamais été un questionnement non plus pour moi de qu'est-ce que j'allais faire. C'était vraiment clair depuis très longtemps, dans ma tête en tout cas, que j'allais aller en musique au cégep, tu sais, puis que j'allais étudier là-dedans. Puis, ça m'a menée par la suite, j'ai changé d'instrument parce que j'ai vu que étudier le chant, c'était quelque chose qui se faisait parce que moi, quand je suis arrivée là-bas, au campus Notre-Dame-de-Foy, tu sais, j'étais en piano classique, puis je voyais les chanteuses, puis j'étais comme « Oh my God, tu sais, moi, je veux faire ça, là, tu sais, j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire mes chansons. » J'avais déjà cet appel-là de faire ma propre musique à moi, mais j'étais pas encore là, tu sais, j'étudiais en pop et jazz, j'ai été à l'Université Laval en pop et jazz aussi. Puis, par la suite, j'ai été choisie pour une émission de télévision qui s'appelait Le Rythme. Ça, je pense que c'était en 2013. C'était une émission qui était animée par Samian. Puis, artiste, rap. Ouais, rappeur et photographe et plein animateur radio et acteur. Plein de talent. Ouais, plein de talent. Et Samian, il animait cette émission-là, mais il y avait vraiment un rôle de mentor avec nous. On était 8 artistes autochtones et on créait un album en groupe. Donc, on avait une chanson de groupe, on avait chacun notre chanson aussi. Et ce moment-là, ça a été un moment clé parce que j'habitais 2 mois avec des artistes de toutes sortes de communautés. Puis, moi, ça a été vraiment un événement clé pour ma reconnexion aussi. Tu sais, oui, c'était artistique, mais c'était une reconnexion à mes racines parce que j'avais toujours été fière d'être autochtone, d'être fière d'être Wendat, mais j'étais pas si informée même de la réalité des autres qui vivaient en communauté aussi, là, tu sais, puis du passé aussi, ouais. Puis les pensionnats, tout ça. Tu sais, moi, on m'avait pas parlé vraiment de ça, fait que j'ai appris à ce moment-là et ça a été comme un choc. Une révélation, un choc. Puis ça a vraiment été le début de quelque chose, je pense, un point tournant là, pour moi. Parce qu'au cours de ton parcours, est-ce qu'il y avait d'autres membres de Premières Nations dans tes cohortes là, au cégep, à l'université, ou ça a vraiment été lors de cet événement-là que tu as pu voir « Hey, je suis pas tout seul, je peux m'affirmer ». Ben non, il n'y avait pas... j'avais pas rencontré, tu sais, je veux dire, j'allais régulièrement à Wendake puis tout ça, mais tu sais, c'était comme... Ou tu as de la famille, évidemment. Oui, j'ai de la famille, mais tu sais, c'était pas... quelque chose, je pense, là, je l'ai mentionné, les pensionnats, mais ça a vraiment été quelque chose qui m'a troublée, évidemment, puis qui m'a fait comme, OK, mais
de voir la réalité des gens à Pessamit ou à Maliotenam, puis qui étaient tout autres que moi, puis d'entendre parler de ça, puis de me lier d'amitié avec ces gens-là aussi. C'était comme vraiment quelque chose de très fort. Puis par la suite, j'ai comme vraiment renoué avec ça, à travers la spiritualité aussi. Ouais. Puis c'est vraiment quelque chose qui est présent aussi dans ma musique, là, je dirais. Bien, j'allais justement là, parce que tu fais de la pop avec des accents de soul quand même, mais c'est assez pop ce que tu fais, mais il y a des éléments aussi de ta culture traditionnelle, de la culture Wendat, dans ta musique, comme quoi par exemple? Bien, c'est beaucoup dans les percussions que je vais y aller. Tu sais, le tambour, le yastawancha, qui est comme un instrument avec une vessie d'animal, puis il y a des poids à l'intérieur, puis c'est comme, ça peut ressembler un peu à un maracas, mais c'est yastawancha. Puis j'utilise ça, mais c'est aussi dans les thématiques que je vais utiliser. Tu sais, par exemple, mon prochain album s'appelle Healer, donc le guérisseur. J'ai une pièce qui s'appelle Le guérisseur, qui, pour moi, la guérison, c'est vraiment la thématique de l'album. Puis je pense que c'est une grande thématique aussi au niveau de la nation et des nations. Puis je pense qu'avec cet album-là, oui, je me guérissais moi, mais j'ai envie de guérir d'autres gens. Avec des sujets comme Owen, qui rappelle le nom Wendat de mon fils, qui est Ouin en Wendat, et qui a été aussi donné par Max Gros-Louis avant son décès, peu de temps avant son décès. Et moi, j'étais enceinte à ce moment-là de mon fils. Et il lui a donné ce nom-là et j'ai gardé le nom Owen pour la chanson, mon prochain single, en fait, qui va sortir. Et ça parle de la connexion de Max avec mon fils, parce que Max était Oneonti, le grand pagailleur. Mais mon fils, Ouin, ça veut dire celui qui glisse sur l'eau. Et ça désigne aussi un huard, puis c'est vraiment la connexion avec l'eau, tu sais. Les deux, j'avais l'impression qu'ils me disaient « Je vais tout le temps être là, tu sais, je vais le protéger, puis je vais te protéger toi aussi. » Puis c'était vraiment... Je parle de ça, mais je parle aussi de la dépression postpartum que j'ai vécue. Et c'est comme une lettre ouverte à mon fils, en fait, de qu'est-ce que je lui... Tu sais, le mélange entre l'émerveillement puis la tristesse, mais tu sais, de voir un enfant grandir sous tes yeux, puis par la suite, je lui donne des conseils, les conseils de la vie, aimer la vie. Et tu sais, ça fait déjà 2 fois que tu évoques Max Gros-Louis. Je pense que tu lui as dédié une chanson aussi qui a un succès vraiment phénoménal sur les plateformes d'écoute. On est à plus de 4 millions d'écoutes de cette chanson-là. Ça s'appelle Oneonti. Ouais. Allons l'écouter, un petit extrait de cette pièce-là, puis on s'en reparle après. Cette pièce-là et Atsé? Beaucoup, beaucoup. Puis je me sens comme émotive, là, mais j'ai écrit la pièce. En fait, cette pièce-là n'était même pas censée être sur le EP. Mon premier EP, My Good Friend. C'était une pièce que j'ai écrite peu de temps avant le décès de Max. Puis, tu sais, j'imaginais
sur son canot qui s'en va pour son dernier voyage. Puis je l'imaginais en paix. J'essayais de vraiment l'imaginer dans la lumière, puis comme j'espérais qu'il s'en aille dans cette énergie-là, tu sais. Puis quand je l'ai créée, la pièce, en fait, je me suis assise au piano, puis j'ai commencé la petite mélodie, mais tu sais, c'est comme, c'était pas, j'ai pas cherché là, les notes, là. C'était juste, c'est venu tout seul. En racontant ton parcours tout à l'heure, tu racontais comment tu t'es promené d'une ville à l'autre, où tu as rencontré des gens. Puis c'est drôle parce qu'au début de l'émission, ou un peu plus tôt, on avait Stéphane Picard, qui est directeur du musée, qui est sur place, au cœur de la communauté. Toi, tu es plus, disons, nomade, ou à l'extérieur de la communauté. Ma question s'adresse à vous deux. C'est comment le rôle des membres des Premières Nations peut être complémentaire, qu'ils soient sur le territoire ou au cœur de la communauté ou à l'extérieur de la communauté, parmi plein d'allochtones. Voyez-vous le sens de ma question pour le rayonnement de la culture, par exemple? Bien, de mon côté, je pense que c'est vraiment d'aller vers les autochtones et allochtones, de créer un pont, justement. Puis c'est un peu ça que j'essaye de faire avec ma musique. D'aller chercher un peu tout le monde, puis d'aller aborder des sujets et donner les messages que j'ai avec des thématiques qui sont importantes de parler. Puis je pense que de rester ouvert, tout simplement. Puis, on en a parlé plusieurs fois, de cette ouverture-là qu'on a aujourd'hui en 2024. Puis, je pense que c'est important de continuer d'aller dans les événements, d'aller acheter, des livres par des auteurs autochtones, d'écouter de la musique autochtone. Tu parlais tantôt de musique nomade, c'est entre autres une ressource. On a plus de 200 quelques artistes autochtones sur la plateforme Nicamaoin qu'on promouvoit, puis que, on va dans les escales, dans les communautés, on crée de la musique aussi en communauté avec ces gens-là. Fait que, je pense que c'est vraiment de rester ouvert, puis de communiquer, puis de faire ça dans le respect aussi, là. Oui, effectivement, c'est un bon point. Puis pour ce qui est de quand tu demeures ou tu travailles à Wendake, évidemment, la plupart des gens qui sont à l'extérieur, on a comme des grandes familles, je vous l'ai mentionné tantôt, tous ont de la parenté ou des parents qui demeurent à Wendake. Fait que souvent, les gens reviennent chez nous puis participent aux activités. Ça reste le point d'ancrage. La communauté est là pour ça. Mais quand tu es sur place, évidemment, on est comme dans le day-to-day, tous les jours, excusez l'anglicisme, on s'en rend pas toujours compte. Les enfants vont à l'école ou on travaille dans le milieu de la culture. Donc, c'est comme imprégné plus régulièrement. Wendake est très petit, donc évidemment, on aimerait ça que tout le monde soit avec nous, là. Et éventuellement, là, dans notre 2 km², mais on le sait que c'est pas possible. Mais comme nous, c'est différent, la nation Huron-Wendat, on a plus de gens qui vivent à l'extérieur. Donc, c'est sûr que pour les gens, maintenir leur culture, et a-t-il le dit qu'en 2024, c'est plus facile de partager sa culture puis de la faire découvrir aux gens, puis elle le fait avec son art. Mais qu'on vive au sein de la communauté c'est ça, mais c'est unique à chaque personne, évidemment, quand tu demeures à l'extérieur, de vouloir vivre dans ta culture. Il faut que tu le développes davantage qu'évidemment quand tu as plus d'activités dans la communauté, mais il y a toujours un lien pareil avec Wendake, là. Y a-t-il une dernière question? Il y a du nouveau qui s'en vient pour toi dans les prochains mois. Bon, je l'ai mentionné, tu as un mini-album déjà qui est sorti depuis environ 3 ans, qui s'appelle My Good Friend, qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes, sur Musique Nomade aussi. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Un album complet. Ah ouais? Qui s'appelle, quand j'ai parlé un peu tantôt, Healer, qui est vraiment autour de la thématique de la guérison. Et c'est prévu pour mars 2025. Donc, très bientôt. Quand même bientôt, oui. Fait que je suis vraiment excitée. Surtout que mon prochain single sort en novembre, Owen. Donc vraiment, vraiment très contente et énervée de tout ça, là. Ça fait un bout que j'ai sorti de la musique. Fait que, là, c'est tout enregistré, c'est déjà prêt à diffuser, il reste juste à envoyer ça. C'est la promo là, qui embarque, puis
c'est ça, on va travailler avec mon équipe fort là-dessus. Puis... Bon, on mettra tous les liens sur nos réseaux sociaux là, pour que les gens puissent te trouver facilement. Parfait. Et Atsé, merci infiniment merci. pour ta présence avec nous aujourd'hui. Et je rappelle là, qu'on peut trouver ta musique facilement sur toutes les plateformes. Et entre autres, là, en tapant Musique Nomade, là, on a toute l'information. Merci encore. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode spécial sur la culture Wendat. Avant de se quitter, quelques suggestions culturelles rapidement. Moi, je veux vous suggérer le documentaire Owaskwe, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est sur les traces de l'orignal, c'est le sous-titre. C'est sur la chasse à l'orignal, vécue par un Wendat et des allochtones. C'est disponible sur sur tv5uni.ca. C'est réalisé par Brad Gros-Louis, qui est un membre de la communauté Wendat. Il y a la librairie Anénorak aussi, qui est au sein du village Wendat, ici à Wendake. On parlait de livres, tantôt de culture autochtone. C'est, je pense, un incontournable. Ouais, c'est un incontournable, un lieu de référence là, où il y a un regroupement d'auteurs et de même une maison d'édition, je pense, la maison Anénorak, qui nous donne envie d'apprendre davantage. C'est un lieu incontournable, comme vous avez dit, à aller voir sur le boulevard Bastien, Wendake. Excellent. Et je vous tends la parole aussi, là, je vous tends la perche, Stéphane, pour nous parler rapidement en 30 secondes du musée. Qu'est-ce qu'il y a de bon à le voir? musée, évidemment, comme j'ai mentionné au début, on est ouvert avec la nouvelle exposition permanente depuis le 22 juin dernier. Les activités de la basse saison s'en viennent en octobre. Par contre, là, c'est plus la saison des jeunes étudiants scolaires, tout ça, mais tout le monde est invité. Il y aura 2 journées que c'est fermé. Mais à chaque période, évidemment, la saison du musée est liée aux saisons des Premières Nations. Ouais. Donc, il y aura une activité dans le temps des fêtes, aussi à la relâche de mars, etc. Donc, on reprendra la grosse saison en mai prochain, mais tout le monde est invité à venir nous voir, évidemment. Que ce soit le musée, évidemment, ou le reste de la communauté, tout le monde est bienvenu et on vous remercie de votre accueil. D'ailleurs, on vous remercie d'être venu ici. Stéphane Picard, directeur général du musée Huron-Wendat à Wendake, et Atsé, autrice, compositrice, interprète, Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe Média. Je remercie aussi Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. Et on se dit à bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.